juste pour faire la transition, parce qu'on m'avait demandé de faire des transitions. C'est l'art de la transition. Se fait applaudir. C'était pas tout ça que je voulais. À propos de sa métaphore et de son temps cœur et du cap, je veux simplement dire qu'on dit d'habitude qu'au fond, il n'y a pas de bon vent pour qui n'a pas choisi son cap. Je l'ai laissé, c'est net. Voilà. Alors, moi, il m'avait été demandé... Est-ce que tu veux ça? Non, enfin, moi, je pense pas. Si vous m'entendez? Oui. Donc, au fond, il m'avait été demandé de faire deux choses. C'était à la fois d'essayer de faire le lien et d'avoir quelques réflexions sur ce qui s'était dit avant moi, et puis de vous présenter quand même quelque chose qui s'appuie dessus. Alors, du coup, j'avais fait des choses un peu de principe. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que je vais plus dire. Il y a des choses que j'ai envie de dire et qui ne sont pas dans la présentation. Donc, en fait, voilà. Donc, je vais faire un truc qui est entre le préparé, l'improvisé. Ce sera ce que ce sera. Si déjà les transparents suivent, je serai déjà très heureux. Voilà. Alors. Ah ben voilà. Donc, au fond, dans ce que moi j'ai entendu, il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Mais ce qui m'intéressait, in fine, ce dont j'avais aussi envie de vous parler, c'est que de tout ce qu'on a dit sur l'hybridation, qu'on présente souvent comme un levier pour l'innovation pédagogique, au fond, c'est à quel niveau ce levier pour l'innovation peut fonctionner. Il a été question vraiment de pratiques pédagogiques sur les dispositifs, et Geneviève a assez bien décrit tout ce processus de la recherche ISUP. Sylvain a parlé d'un certain nombre de critères qui nous montrent qu'effectivement il y a des critères de réorganisation, à la fois de la façon dont on délivre le service de formation, y compris sans doute dans le service public. Didier a reparlé d'autres critères, effectivement. Et donc, je pense qu'on est à des niveaux différents. Il y a un niveau qui est le niveau de la pratique, qui est celui de l'enseignant, qui à un moment donné s'est dit, il y a une préconisation, on me dit, il faudrait faire de l'hybride. Bon. Puis il y a toutes les conditions qui sont autour et qui nous disent qu'est-ce qui permet de faire de l'hybride. Voilà. Et donc, c'est un peu ça, de ça que je voudrais vous parler. Alors, je vais recommencer d'abord par... bon, voilà, donc c'est... Je vais repartir un peu sur l'hybridation. Alors ça, j'aime bien, en fait, je réalise que c'est une très mauvaise métaphore, ça tombe bien avec ce que Didier a dit, puisqu'il parlait de biologie. Mais l'idée d'hybridation, c'est de faire quelque chose de différent avec deux choses, de faire un troisième terme qui est complètement différent. Alors, c'est ce que la définition peut donner d'ailleurs... Oui. Ah ben non. Ben non. Ah ben voilà. Il faut faire avec. Il faut faire avec, voilà. C'est un peu comme la procédure d'Echternach, vous savez, on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière, et puis on avance comme ça, on va pas très vite, mais en fait, pour une procession, le but c'est d'arriver, c'est pas du temps qu'on lui met. Et puis, donc, c'est en fait l'idée vraiment de dire, avec deux entités différentes, on fait une troisième qui perd les caractéristiques, qui ne permet pas de reconnaître les deux éléments au départ. Alors, cette métaphore, moi j'adore, c'est une campagne de publicité d'un magasin qui s'appelait Le Bon Génie, qui vendait des vêtements élégants traditionnellement en Suisse. Et ils ont fait cette campagne qui est, je trouve, très beau, mais en fait c'est une métaphore, comme toutes les métaphores, c'est un peu tronqué, parce qu'on reconnaît effectivement le chameau ou le dromadaire, enfin bon, et la girafe, on reconnaît le papillon et le cygne, mais enfin bon, c'est comme toutes les métaphores, c'est une approximation, mais j'aime bien ces images, parce que je les trouve très belles. Voilà. Donc ça, c'est un peu sous le signe de l'hybridation qu'on va se mettre. Alors, au départ, bon, l'hybridation, ça vient pas, c'est pas né de rien, c'est pas né brutalement avec le premier LMS, ça a une histoire, etc. Mais ça a eu un certain nombre de conditions absolument nécessaires pour émerger. Alors, il a fallu, effectivement, la généralisation d'Internet, on ne va pas revenir là-dessus, il a fallu la généralisation des LMS, donc des logiciels qui gèrent effectivement un dispositif de formation. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on assiste, je trouve, aujourd'hui à un phénomène complètement inverse de ce qui s'est passé. Vous savez, dans les années 90, quand on faisait de l'hybride, on avait un Internet qui était un Internet statique, donc c'était un serveur de page, et puis on a eu brutalement un Internet un peu dynamique, alors on avait ce qu'on appelait des appends, c'était des espèces de petits utilitaires, on pouvait mettre un forum sur une page, et puis on bricolait avec ça et on était extrêmement heureux parce qu'on disait, ben voilà, on peut recréer un ensemble de fonctions nécessaires
à la mise en fonctionnement, de la mise à distance d'un système de formation. Et puis, on a tous accueilli avec un bonheur extrême, et moi y compris, les premières plateformes. On disait, mais c'est extraordinaire, on a un univers unique, clos, qui donne toutes les fonctions, toutes les fonctionnalités nécessaires dans une interface unique. Ça va être plus facile, on va diminuer le coût cognitif et le coût ergonomique pour les étudiants, etc. Et puis, on a fait ces plateformes. Et puis, depuis les années, je sais pas, j'ai envie de dire depuis les années 2010, on voit nos étudiants qui fuient nos environnements institutionnels très très forts. Alors, quand vous allez hybrider, c'est peut-être une chose à laquelle il faut penser, c'est qu'effectivement nos étudiants, ils s'en vont, ils quittent ces environnements parce que, pour diverses raisons, parce qu'ils trouvent ça compliqué, parce qu'ils ne peuvent pas les paramétrer, parce qu'ils ont des applications domestiques dans la vie de tous les jours qui font la même chose mais plus facilement. Et puis voilà. Et puis alors c'est rigolo parce qu'aujourd'hui on a Facebook. Facebook c'était un premier réseau social, ça fonctionnait assez simplement. Aujourd'hui ils ont gonflé la machine, ils ont fait dans une interface qui devient de moins en moins lisible des tas de fonctions, on peut déposer des fichiers, on a des notifications, on peut déposer des images, etc. Mais en fait, globalement aujourd'hui, dans nos populations d'étudiants, on voit que les gens quittent Facebook, ils le disent. Facebook, donc on a c'est de nouveau un truc simple qui est devenu une grosse machine. Et puis, ces grosses machines, à un moment donné, deviennent tellement complexes que les gens vont ailleurs parce qu'ils trouvent effectivement de nouveau des applications plus simples, etc. Bon, c'est juste un détail, mais je pense qu'il faut penser à ce genre de truc. Je ne sais plus qui posait la question tout à l'heure de est-ce que ces modèles sont toujours vrais, et ces dimensions des dispositifs sont toujours vrais aujourd'hui avec l'évolution des technologies. Je pense que ça a changé. Les problèmes de médiatisation sont toujours là, mais je pense que les variables de ces dimensions ont profondément changé. Alors, il y a effectivement de fortes préconisations pour faire de l'hybride, de plus en plus. Dans un rapport de l'IFE, Laure Ridzi disait, par exemple, aux États-Unis, c'est devenu la norme, les dispositifs hybrides, les plateformes, c'est une norme, tout le monde a ça. Chez nous, ça tend à devenir, même s'il n'y a pas vraiment d'obligation, mais il y a forte préconisation pour. Vous le savez, je pense que vous êtes l'objet aussi de ces préconisations. À Genève, en 2007, on avait obligation d'entrer dans les plateformes. Mais comme dans tous ces dispositifs institutionnels, on prévoit des obligations, mais on ne se donne pas les moyens de les évaluer, donc pas moyen de les sanctionner, donc ça revient quasiment au même, donc c'est comme si on n'avait pas. Et puis, derrière ça, c'est un certain soutien qu'il faut aux enseignants pour les aider à mettre à distance, pour les former, même si souvent les formations sont plutôt instrumentales que technopédagogiques, voilà. Mais il fallait un certain nombre de conditions. Bon. C'est bien, hein. Malevich a fait pareil. Je prends pour Malevich comme ça. Alors voilà. Donc il fallait une vision technopédagogique derrière. Et il y a derrière, dans tous les textes, en tout cas qu'on peut lire dans les universités, de la part de nos institutions, les textes, quand il y a des textes qui définissent des plans stratégiques, etc., il y a derrière l'idée qu'effectivement, il y a une vision pédagogique ou technopédagogique. Vous connaissez le schéma, on va centrer l'attention sur l'apprentissage plutôt que sur l'enseignement. On va faire des scénarios socio-constructivistes, en gros. Donc on va travailler dans une perspective de construction des connaissances plutôt que la technique de l'entonnoir où on remplit une telle vide. On va faire de la collaboration, on va faire notamment de la pédagogie active et de la pédagogie de projet. On va viser à autonomiser l'apprenant, donc on va lui donner le gros bout du bâton. On va favoriser l'autorégulation sur l'apprentissage en profondeur par rapport à l'apprentissage de surface. Vraiment, c'est toutes des choses que vous faites, mais on avait tout ça. Bon. Alors oui, tout a changé. Ben voilà. C'est deux en avant et un en arrière. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment la progression d'acteur d'acte, mais c'est un peu du là. Alors, quand je dis que l'hybridation est un peu dans tous ces états, c'est parce qu'effectivement, les formes d'hybridation ont complètement changé aujourd'hui. Alors, d'abord, il y a des nouveaux espaces-temps. Donc, Didier en a parlé, on en a tous parlé de ces nouveaux espaces-temps. Très longtemps, on a pensé que la plateforme était effectivement le lieu qui permettait de rassembler, qui permettait de permettre à chacun de faire en sorte que la distance et la présence soient réunies dans un espace virtuel, mais qu'au fond, les activités à distance et en présence avaient lieu dans cette plateforme. Cette plateforme, nous, on a utilisé des plateformes, et la plateforme, elle était utilisée même en cours, donc même en présence. Donc c'était vraiment une espèce d'espace de travail polyfonctionnel qui fonctionnait à tout moment. Il y a cette idée de présence à distance, mais aussi vraisemblablement de mise à distance de la présence. Donc, je pense que ça, c'est
vrai que c'est important. On met à distance nos cours en présence. On a effectivement de nouvelles formes d'organisation de cours, de programmes, mais aussi de gestion. On a beaucoup parlé de ces aspects de changement organisationnel. Et puis, l'hybridation, s'est changée, s'est généralisée. Avec les smartphones, en fait, bon, le premier, on l'a dit, c'est 2007, hein, l'invention du premier iPhone. Et puis, nous, on suit avec Philippe Bonfils un certain nombre de ses étudiants à Toulon dans la formation ingénierie. Et puis en 2014, brutalement, on a réalisé, en 2014, on a réalisé brutalement que tous les étudiants étaient munis d'un iPhone et qu'effectivement, ça changeait pas mal leurs choses. En 2018, on refait pour l'instant des enquêtes auprès de ces étudiants et puis au fond, ils nous parlent de cette machine. Ils disent, enfin, bon, je ne vais pas tenter d'aller, je peux tenter au fond d'aller dans l'animation, mais ça va faire des allers-retours. Je pense qu'on fait déjà suffisamment d'allers-retours sans ça. Bon, ah ben, j'ai retrouvé la souris. Ah ben voilà. Ils nous disent effectivement que pour eux, c'est une vraie prothèse communicationnelle. Ils disent, on l'a au bout de la main, c'est le prolongement de notre vie, voilà, c'est comme ça. Alors, on a parlé tout à l'heure des classes inversées. Bon, je ne vais pas revenir sur les classes inversées, mais c'est nouveau, de nouvelles formes d'hybridation, c'est la création de nouveaux types d'espace-temps et d'occupation de ces espaces-temps par des activités différentes. Il y a effectivement lié à ça énormément la désaffection pour les environnements institutionnels. Et donc, parmi ça, il y a quelque chose effectivement qui est important, c'est l'opposition entre nomadisme et sédentarité. Hein. Ils nous disent très fort, effectivement, on a des outils pour quand on est sédentaire, on a des outils quand on est nomade. En gros, il y a parfois des différences parce que les caractéristiques économiques ne sont pas les mêmes, et donc effectivement écrire un message long sur un smartphone, c'est quand même embêtant, c'est plus facile sur son clavier. Je veux bien consulter des notifications dans Dropbox ou ailleurs, ou dans Facebook ou dans Messenger sur mon smartphone, mais si je dois répondre à un message long, je vais attendre d'être chez moi pour... Donc il y a effectivement une nouvelle distribution des activités de l'espace qui est occupé à se créer. Alors je vais aller plus loin. Alors, ça, c'est juste des données que j'ai trouvées assez récentes sur l'utilisation des outils portables et smartphones dans les 4 dernières semaines pour l'université et pour l'usage domestique. Alors, vous voyez qu'au fond, c'est quand même ça me paraît assez clair de voir cette espèce de pénétration des usages et de ce que ça peut provoquer. Alors je vais continuer. Alors, l'hybridation qu'on a connue avec les premiers dispositifs hybrides, en gros avec les premiers LMS dans les années 2000 et ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est vraiment cette généralisation d'espace-temps du rapport de la présence à la distance, du nomadisme à la sédentarité, de la formation formelle à la formation informelle, qui est quand même importante. On a parlé tout à l'heure de la multicanalité, etc. Alors c'est aussi difficile et compliqué parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a des gens qui pensent qu'effectivement le langage écrit est occupé à se faire grignoter par le visuel à travers un certain nombre de choses. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que tous les usages de Messenger qu'on observe aujourd'hui, c'est toujours dans les contacts et dans les interactions entre les étudiants, c'est toujours de l'écrit. Ils ont très peu, à distance, ils ont très peu de contact à l'oral. Enfin, nos gamins ou nos adolescents, en fait, ils ne téléphonent plus, ils se communiquent par écrit. Et donc, il y a vraiment, plutôt, je pense, dans un certain nombre de... Il y a un renforcement, en tout cas, de l'écrit sur un certain nombre de pratiques qui, pour nous, étaient orales. Alors, on a dit aussi sur l'hybridation entre le monde académique et les situations authentiques, qui sont des situations qui, normalement, sont quasi des mises en abîme de la situation professionnelle dans lesquelles les compétences à apprendre seront réalisées, etc. On a donc cette situation. Alors, je vais continuer. Je vais revenir, maintenant sur cette base-là, je vais revenir sur 2 questions. La première, qui est une question d'ingénierie au niveau
des enseignants, sur l'hybridation, qu'est-ce que ça implique, ou donner certaines pistes, en tout cas, sur les aspects d'ingénierie, et sur des aspects de réflexion sur cette ingénierie, qui permet au fond, d'une certaine façon, d'avoir une prise de connaissance des effets de ce qu'on a fait, et de les remobiliser après dans un processus d'ingénierie. Ça va si j'explique comme ça? La deuxième chose que je vais vous voir après, c'est au fond ce qu'on dit de ce levier de l'innovation, à la fois au niveau des enseignants, de certaines technologies, et puis de voir qu'effectivement, on dit finalement qu'il y a parfois des choses qui changent, et parfois des choses qui ne changent pas. Et je vais à ce moment-là vous proposer un certain nombre de questions qui sont les miennes, parce que je n'ai pas de solution, mais qui sont de l'ordre, au fond, un levier pour changer quoi, à quel endroit, à quel niveau, micro, méso, voilà. Donc je vais essayer d'aller vers ça. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Combien 5 minutes. Bon, alors je vais aller très vite. Bon, ça je vais pas le faire. Ça je vais aller, voilà. En gros, quand vous médiatisez, vous allez vous poser la question de qu'est-ce que j'ai médiatisé. Alors je pense que nos outils aujourd'hui nous permettent de médiatiser tout ce dont on a besoin. Mais je pense que ça vaut la peine de rappeler tout ce dont on a besoin. On a besoin d'outils d'information. On a besoin d'informer nos étudiants. Ils savent aller faire des recherches sur Internet. Toutes les ressources qu'ils ont à disposition sont des ressources qui sont d'une certaine façon médiatisées. Si vous les faites travailler en production de texte, ou en production vidéo, ou en production... Ça, c'est aussi important, parce qu'en général, on a des tas de ressources, mais finalement, sur nos canalités, on leur fait toujours produire, en général, des textes. Hein. Globalement, c'est toujours ça qu'on fait produire. Donc, on peut produire on peut médiatiser la production, toutes les interactions entre eux et entre nous sont effectivement médiatisées. Toute la gestion, toute la planification peut être médiatisée parce qu'on a des outils en ligne pour le faire. On a parlé du journal de bord, du journal d'apprentissage, qui est un outil à la méta-réflexion, mais c'est aujourd'hui un dispositif d'écriture en ligne, donc effectivement c'est médiatisé. Donc on a, voilà, 8 fonctions de base qui sont intéressantes et qu'on doit pouvoir médiatiser. Et quand vous faites votre dispositif, oui, j'ai dit 8, mais je crois que c'est vrai, je vous vois compter là, mais je pense que c'est bien 8. Et alors, au fond, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment réaliser que vous avez toutes ces choses-là, que vous avez des outils pour toutes ces choses-là, et que toutes ces choses-là sont importantes, et donc il faut vraiment penser à utiliser les outils pour ces fonctions. Après, si vous utilisez ces outils, c'est qu'effectivement, d'une certaine façon, vous pensez que ça va avoir aussi un effet. Vous espérez que ça va avoir un effet. Et alors, oui, alors, je vais continuer sur une chose. Une chose qui est très importante aussi, c'est la question de la taille de ce que vous allez médiatiser. Si vous mettez un camembert d'Excel, c'est une représentation minimale, c'est une taille, c'est un objet, c'est un asset, c'est quelque chose d'assez petit. Si vous prenez un logiciel, une activité, un logiciel d'animation, un micro-monde, c'est déjà une activité d'apprentissage qui est médiatisée mais qui est beaucoup plus grande. Et puis si vous décidez de faire tout un cours ou tout un programme, effectivement, le problème est différent. Or, les conditions d'ingénierie pour un objet petit comme ça ou pour un programme de formation qui est comme ça sont différentes, il faut y réfléchir. Et la troisième chose qui est importante au niveau de l'ingénierie sur la médiatisation, c'est effectivement les droits sur l'objet. Qu'est-ce que vos étudiants ont comme droit sur les objets que vous mettez à leur disposition? Une des raisons pour lesquelles ils nous disent qu'ils fuient les environnements institutionnels, parce qu'ils n'ont aucun droit sur la personnalisation de l'outil que vous leur donnez. Ils vont s'ouvrir à un compte Google, ou un compte Facebook, ils personnalisent tout ce qu'ils veulent, ils le déterminent, ils définissent les priorités, les droits, les accès, etc. Et donc, ça, c'est un aspect important. Je sais pas, ils vont chercher un document écrit, j'espère qu'ils n'écrivent pas dans les bouquins de la bibliothèque, mais ça ne sert à rien de leur donner un document PDF qui est plombé, qui est fermé, sur lequel ils ne peuvent pas écrire, quoi. Je ne sais pas, mais moi je ne peux pas lire sans écrire à côté. Donc là, il y a effectivement un certain nombre de points. Après, si vous voyez tout ça, c'est parce qu'effectivement, vous attendez à avoir des effets. Geneviève a parlé d'un certain nombre d'effets tout à l'heure.
à la fois pour les apprenants et pour les enseignants. En gros, je vais pas revenir sur les effets, la seule chose, simplement vous dire qu'il faut penser que vous pouvez avoir des effets sur l'apprentissage, vous pouvez avoir des aspects, des effets effectivement qui sont de l'ordre du sensorimoteur, sur les tablettes par exemple aujourd'hui sur l'apprentissage d'écriture, le sensorimoteur a énormément d'importance et qui sont liés simplement à l'interposition, à l'intermédiation de cet objet technique entre vous, la tâche, un autre, etc. Vous avez des effets sur la façon dont on réalise des tâches. Alors ça c'est important parce qu'au fond, on a parlé tout à l'heure d'évaluation, mais en gros, toutes les grosses évaluations portent toujours sur les performances des apprenants, mais pas nécessairement sur comment ils réalisent les tâches et ce qu'ils apprennent, donc sur la manière de faire. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Il y a des effets relationnels, il y a des effets réflexifs, il y a des effets sur la posture, il y a un certain nombre d'effets. Alors ça, j'ai pas besoin de ça. Il y a peut-être juste une chose qui est importante, c'est que entre les effets que vous voulez dans le dispositif que vous mettez en place, et les effets que vous allez pouvoir observer éventuellement une fois que le dispositif est approprié, il y avait ces 4 états du dispositif proposé par Didier. Dire ben voilà, il y a un dispositif prescrit qui est voulu, c'est celui que moi je fais. Moi j'ai fait un dispositif, j'ai imaginé un usage et j'ai configuré mon dispositif pour ça. Et puis l'usager, lui, il va le voir, et puis au fond, qu'est-ce qu'il va voir? Ben, il va percevoir quelque chose. C'est un état du dispositif, on va dire. Il imagine, il perçoit, il comprend un dispositif en fonction de ses affordances, de sa culture, de ses valeurs, etc. Après, il va imaginer l'utiliser d'une certaine façon, et puis peut-être qu'il l'utilisera effectivement de façon complètement différente, quoi. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on a entre celui-ci, l'effet voulu, qui est lié à la médiatisation, et votre conception, et la façon dont vous imaginez effectivement que ce dispositif va fonctionner, et le dispositif vécu, vous pouvez avoir des différences énormes et extrêmement importantes. Et puis, je vous disais, mais il faut vous servir de l'observation réflexive de l'usage de votre dispositif pour voir les effets, pour voir comment vous pouvez réifier ça d'une certaine façon, le remobiliser dans la conception ou dans l'amélioration de votre dispositif. Il faut quand même faire attention à des choses auxquelles on ne pense pas toujours. C'est qu'au fond, il y a des effets qui sont attendus, il y a des effets qui ne sont pas attendus. Moi, j'étais linguiste à un moment donné dans ma vie. Les linguistes, ça les faisait toujours rire parce qu'ils disaient, je vois quelqu'un sur le trottoir, un peu à l'image de Cyrano de Bergerac, qui a quelque chose qui va lui tomber sur le crâne. Je crie très fort pour le prévenir, et puis il fait un écart, il se fait écraser par la voiture qui passe. Mon but n'était évidemment pas de le faire écraser. Mon but, c'était de faire en sorte qu'il ne meure pas parce qu'il a reçu un truc sur le crâne. L'effet réel, qui n'était pas attendu, c'est qu'il est mort écrasé par une bagnole. Voilà. Donc c'est simplement c'est un peu une blague, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, il y a des effets attendus et des effets qui ne sont pas attendus. Il y a toujours des effets perçus et des effets observés. Tout ce qui a été fait sur issue sont des effets qui sont des effets perçus, qui sont déclarés, mais ce n'est pas du tout des effets observés. Ce que Didier vous a montré, c'est des effets observés à travers un certain nombre. Et ce n'est pas la même chose. C'est absolument, il faut penser à ça, quoi. Ce que vous percevez des effets, c'est d'abord pas nécessairement ce que les étudiants perçoivent des effets. Si l'alignement, pour garder la même métaphore maritime, si l'alignement va jusqu'au bout, normalement, la perception du dispositif par les étudiants devrait être plus ou moins correspondante à celle que vous avez vous-même voulu implanter, quoi. Si on suit Bix jusqu'au bout, quoi. Donc effectivement, à un moment donné, une fois que le dispositif fonctionne, ben, effectivement, la façon dont il a été vécu, perçu, devrait correspondre globalement à la façon dont vous l'avez. Et d'ailleurs, sur certaines courbes d'effet, vous avez vu, c'était sur le 6e dispositif, tout en bas, c'était un graphique qui se trouvait là en bas. Les deux courbes étaient à peu près parallèles. Donc vous vous souvenez de ce qui était là dans le coin inférieur droit pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça, je vais passer parce que... Alors, bon, après on arrive à quelque chose qui relève de mon deuxième type de question, c'est un levier pour l'innovation, mais à quel niveau? Alors, dans les années 2004, début de l'hybridation des technologies d'Internet dans ces plateformes, on disait, en gros, c'est du passe-plat. Du passe-plat, vous savez ce que c'est qu'un passe-plat? Je suis dans les cuisines et puis je suis à l'étage, et hop, je mets le plat, ça passe par le bon de charge, il y a quelqu'un qui le met, il y a quelqu'un qui le prend.
en gros. Et c'est un peu comme ça que fonctionnaient les plateformes. Les enseignants mettaient des ressources, les apprenants, les étudiants venaient les chercher, ils déposaient leurs travaux, et c'était un peu une consigne. Ah, voilà. Bon, voilà. Donc, je vais tout en vrac, hein, je suis heureux que ça passe. Alors, il y a eu des études qui ont tenté de voir s'il y avait des évolutions par rapport à ça. D'abord, entre 2008 et 2009, des gens de l'UCL, Marcel Lebrun, Françoise Doc et Smith avaient fait des études sur la base de 3 indicateurs. Ils pensaient qu'il y avait ils prenaient 3 types d'interactions: étudiant-contenu, étudiant-pair, étudiant-enseignant. En pensant qu'effectivement, formellement, parce que c'est des données formelles, on ne sait pas ce qui se passe, mais que si le nombre d'interactions entre les dialogues sur des outils d'interaction comme les forums, etc., et sur les connexions entre pairs augmentait, on pouvait imaginer que les usages se développaient et qu'on allait plutôt des dispositifs qui allaient vers l'interaction. Ils ont trouvé effectivement en 2009 une évolution, il y avait de plus en plus d'interactions qui étaient des interactions de type interaction élève-professeur, étudiant-étudiant. D'accord. Claire Pelletier a refait avec les mêmes hypothèses en 2009 le même travail sur les données de médecine à la faculté de médecine à Genève. Vous voyez que c'est pas terrible. 90%, 90% d'interaction étudiant-contenu, 6% interaction professeur et 4% étudiant-étudiant. Donc il n'y a pas de grande évolution. Ce qui sut montrer quand même, c'est qu'on avait 50% de dispositifs qui étaient centrés enseignement et 50% centrés apprentissage. Donc, il y a sans doute des évolutions. Il y a cette idée de normalisation. J'ai encore du temps? Pas du tout. 2 minutes. 2 minutes. Bon. Mais j'ai perdu beaucoup de temps en faisant des allers-retours. Ça prend du temps d'avancer comme ça, 2 pas en arrière et 1 pas en avant. Ils ne sont pas décomptés. Ils sont pas... J'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Alors, au fond, sur 2 minutes, je vais aller très vite. Je ne vais même plus essayer. Au fond, je vais vous dire les idées de base et les questions de base que j'avais. C'est qu'en fait, en gros, on voit qu'il y a des choses qui se sont routinisées. Si les plateformes sont devenues une norme, c'est que d'une certaine façon, elles se sont routinisées. Ça correspond globalement à une 3e phase d'un processus de diffusion d'innovation, hein, adoption, implantation et puis routinisation. C'est des modèles anciens, mais ça fonctionne assez bien. Là, il y a infusion parce que l'UNESCO a réétabli une 4e étape dans cette voie-là. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que quand on regarde ça, je vais quand même vous montrer parce que c'est trop drôle. Voilà, c'est à propos des téléphones portables. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'enquêtes sur l'efficacité des téléphones portables à l'université et sur les effets que ça a pour l'apprentissage. Et alors, il y a une méta-recherche de 2016 qui est faite par 3 chercheurs suisses. Et ils disent, au fond, ce qui est assez extraordinaire, ils disent, écoutez, voilà, au fond, il y a des tas d'effets, notamment sur la gestion, parce qu'effectivement, les gens sont assez contents d'avoir une information qui fonctionne par un principe de push, donc ils sont informés, ils ont des notifications, etc. Il y a des tas de choses qui fonctionnent, mais globalement, en gros, ça ne change pas beaucoup. Et ça ne change pas beaucoup parce qu'effectivement, la majorité des scénarios restent des scénarios instructivistes. Bon. Et ils disent, et pourtant, ça a quand même un potentiel pour enrichir, enfin bon, enrichir, c'est déjà, ou pour amplifier, en tout cas, des pratiques qui sont des formes plus traditionnelles de la formation. Et alors ça pour moi, ça affective cette idée de forme traditionnelle de l'enseignement universitaire, parce que je dis, tiens, c'est extraordinaire. On parle beaucoup de la forme scolaire, mais on ne parle jamais de la forme universitaire, et on n'en sait rien, on ne sait pas du tout ce que c'est. Il y a très peu de recherches, il n'y a quasiment aucune recherche sur ce qu'est la forme universitaire par rapport à la forme scolaire. Sur la forme scolaire, on sait, il y a des textes qui montrent qu'effectivement, la forme scolaire se satisfait assez bien des technologies, parce qu'en gros, elles ne mettent pas vraiment
en danger la forme scolaire telle qu'elle. Et que quand ça la met trop en danger, effectivement, il y a des injonctions fortes qui disent maintenant on arrête, et puis on arrête de jouer et on revient à une forme scolaire traditionnelle. Il y a un très beau texte de Bernard Lahire sur l'histoire de la forme scolaire depuis les petites écoles de Port-Royal. Voilà, donc on revient à des choses assez... Les arguments sont les mêmes. Il faut protéger l'école des miasmes du monde, il faut que ça reste un milieu clos, enfin bon, il y a... Voilà. Alors, après, on peut se dire, mais qu'est-ce qui reste en fait qu'est-ce qu'on sait comme ça approximativement de notre forme universitaire? D'abord, il y a une direction collégiale qui fait qu'au fond, les enseignants sont toujours jugés partis, ils sont à la fois dans la direction et dans la pratique, donc ils ont quand même un double rôle ou un double jeu, et ça les met dans une position assez particulière. Ils ont à côté de ça une liberté académique qui est normalement assez importante, hein, ils font à peu près ce qu'ils veulent, à peu près quoi. Il y a un des recteurs de l'université de Genève, je crois que c'est l'université, un des institutionnels qui répondait à l'enquête issue, puis qui disait, écoutez, il faut quand même savoir que les enseignants universitaires sont quand même très attachés à la forme symbolique de la présence. Et ça reste très présent. Ils sont très attachés symboliquement à ce qui est de l'ordre de la transmission. On en a parlé, le calcul des heures, la charge horaire. À Genève, la dernière année où j'y étais, en 2014, tous nos programmes, enfin en 2014. Non, je comprends bien. Les ECTS en 14 n'existaient pas encore. Mais bon, je sais bien que je viens du siècle dernier, mais bon, quand même. Alors, toutes nos charges horaires sont calculées en heures d'enseignement, et pas du tout dans nos cahiers des charges, pas où. Voilà. Et la conseillère aux études présentait les programmes aux nouveaux étudiants en présentant les cours, non pas en charge horaire, mais effectivement en heures d'enseignement par semaine, quoi. Donc il y a quand même là une distorsion qui est assez extraordinaire. Il y a, je ne sais pas, je viens de voir les prescriptions qui sont faites à l'université de Pau pour les nouveaux programmes, 750 heures de cours, dont 650 obligatoires en présence. Bon. On a dit effectivement les enseignants, on ne peut pas les payer s'ils ne sont pas présents. Il y a des nouveaux métiers dont les statuts n'existent pas. Bon. L'université de Mons qui a collaboré avec Genève et avec Strasbourg et puis avec Cergy-Pontoise, une formation à distance soutenue par l'AUF. Christian donne des cours à distance avec l'AUF dans une université où les cours à distance étaient toujours interdits. Voilà, donc on a des choses comme ça. Et donc au fond, la vraie question, c'est comment innover sans rien changer. C'est un peu cette question-là. Et puis du coup, c'est la dernière chose que je vous montre, et puis je vous jure qu'après je m'en vais. En tout cas, je vous donne la parole. J'ai repris un modèle ancien que j'aime bien finalement, qui est le modèle de Pro, qui est un historien de l'éducation. C'est un bouquin, l'histoire des réformes de 1936 jusqu'à aujourd'hui, qui est un bouquin qui date de 2013, je pense, comme ça, de mémoire. Il propose des changements de type mécanique, organique et paradigmatique. Mécanique, ça veut dire qu'on ne change ni l'organisation, ni le sens global de la gouvernance en fait, du système éducatif. Organique, on change vraiment la mécanique du système. Et puis paradigmatique, on change la philosophie du système. Et puis je me suis dit, on peut peut-être appliquer ça au niveau micro qui est celui de l'enseignant, au niveau méso qui est celui du programme, de l'unité ou de la faculté, enfin de l'université, et puis au niveau macro qui peut, selon les échelles, être l'université ou bien le pouvoir politique, enfin bon, ça dépend un peu comment on se situe. Et je pense où ça fonctionne bien, l'innovation, c'est pour l'enseignant au niveau micro, parce qu'effectivement, à l'université, on dispose de cette liberté académique et puis finalement, ces trois étapes correspondent assez bien aux étapes du développement professionnel de l'enseignant, à travers quelle que soit l'échelle, d'ailleurs que ce soit le sol, le SOTL, que ce soit l'échelle de l'OTI, enfin ça n'a pas d'importance, mais toutes ces échelles montrent que finalement on part d'un usage assez mécanique où on fait du vu avec du neuf, et puis on arrive à des usages créatifs finalement qui modifient notre conception et nos valeurs d'enseignement. Et puis alors je dirais, au niveau méso, parfois, alors la vraie question c'est quels sont les rapports, voilà j'ai trouvé ma souris, entre ceci au niveau méso, le programme et
à ce niveau-ci, donc c'est les rapports entre micro et méso, où au niveau méso, sans doute, on voit qu'il y a une instrumentation de la recherche, il y a des tas de choses qui mécaniquement changent, mais peut-être pas nécessairement organiquement, ou pas simplement organiquement. Au niveau macro, je pense qu'on est parfois, il y a un peu l'instrumentation de la gestion. D'ailleurs, l'informatique à l'école est entrée par la gestion d'abord. Hein. Il faut se souvenir de ça, c'est quand même important de se rappeler ça. Mais là, effectivement, ici en dessous, on n'a vraiment plus rien. Là, au niveau paradigmatique, moi je connais une réforme en Polytechnique à Lucelle, en Belgique, donc à l'Université catholique de Nouvelle-Anneux, où brutalement ils ont décidé de tout modifier. Donc ils sont basés. Je vous dis, il n'y a pas de bon cap si vous n'avez pas choisi votre vent. Il n'y a pas de bon vent si vous n'avez pas choisi votre cap. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que là, ils ont même rechangé les locaux. Ils ont été jusqu'à remodifier les locaux. Voilà. En même temps, d'ailleurs, Lucelle construisait une grande aula de 4000 places, et grand amphithéâtre. Il y a quand même, effectivement... Voilà. Donc, voilà, moi, je viens avec ces questions-là. Et finalement, est-ce qu'il y a des choses qui changent, mais à quel niveau ça change? On voit qu'il y a des choses qui changent au niveau de l'enseignant. Quelles sont les contraintes? Comment finalement, il est obligé de ruser avec l'institution? Est-ce que l'idée de se préoccuper de la forme universitaire, c'est un bon modèle peut-être complémentaire pour voir un certain nombre d'évolutions? Enfin, je ne sais pas, voilà, là je viens avec beaucoup de questions, je n'ai pas de réponse. J'avais plein de réponses que j'aurais pu vous donner, mais qui ont déjà été évoquées ailleurs, donc j'ai supprimé la moitié de ce que je voulais dire. Et puis je les ai perdus dans mes allers-retours entre mes transparents. Alors si vous avez tout, voilà.